Et bonsoir à tous, merci d'avoir fait le choix du live écho pour ce jeudi soir. Et bien sûr, comme d'habitude, à la vôtre. Bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc vraiment merci de venir passer une tête sur ce live écho. Voilà, bon, il y a eu le break de Pâques, j'étais un petit peu encombré. Mais voilà, on est de retour et en pleine forme pour un live écho, le 7e live écho déjà, où on parlera d'appel de marge et de chambre de compensation, mais comme d'habitude, en toute décontraction et en toute pédagogie. Bonsoir Julien, bonsoir Rachid, n'hésitez pas à me dire si le son est correct entre la balance de la voix et de la musique. Nous serons aussi accompagnés, on ne sera pas trop de deux ce soir, on sera avec Dorian, que je vais appeler dans quelques minutes, une fois que j'aurai fait ma petite intro pour échanger sur ce sujet. Voilà, on va tout expliquer. Alors la musique est un peu forte, on va baisser un peu la musique, voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc je disais, voilà, comme d'habitude, voilà, on est à la cool, on sera ensemble pour à peu près 1 heure, on répondra à vos questions après un petit topo. En gros, je vais faire une petite présentation historique de ce qu'il y a derrière les chambres de compensation et pourquoi c'est important en finance, comment ça marche. Voilà, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et puis ensuite, on répondra à vos questions et puis on va discuter avec Dorian des enjeux, des problèmes aussi posés par ce mécanisme d'appel de marge et de chambre de compensation, même si ça part d'une bonne intention et que c'est quand même un processus qui est quand même relativement positif. Mais avant de passer à ça, j'ai quelques annonces à faire, parce que non seulement on est de retour ce soir pour un live écho, mais il y a d'autres annonces à faire. Tout d'abord, on en avait déjà parlé sur certains live échos, mais comme ça, vite fait, sans faire d'annonce officielle, de la Banque citoyenne européenne, donc l'idée de faire une convention citoyenne, mais autour de la politique monétaire, donc de la politique de la BCE. Et bah ça y est, l'annonce a été faite aujourd'hui, vous pouvez la retrouver ici et ailleurs sur mon Twitter, etc. Positive Money, donc une ONG bruxelloise, va lancer cette consultation citoyenne dans 5 pays, et en particulier la France. Et pour la France, Green Intervention, l'ONG que j'ai le plaisir de présider, est partenaire. Et donc on va organiser ce grand moment de démocratie citoyenne sur cette chaîne en particulier. C'est-à-dire que lundi, vous êtes conviés à 18h30, donc vous allez avoir 2 live échos finalement proches l'un de l'autre. Lundi, 18h30, on va vous présenter comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et surtout, quels seront les invités. Parce qu'on va avoir plein d'ateliers, il y aura des lives, certains lives que j'animerai d'ailleurs moi-même, avec des personnalités connues et reconnues du monde de l'économie, et votre fidèle serviteur, voilà, qui essaiera de se faire une petite place là-dedans. Non, mais blague à part, voilà, on va évoquer plusieurs sujets de la politique monétaire, et aussi avec des officiels, hein, il y aura des gens, je vais pas trop spoiler, mais avec aussi des officiels. L'idée, c'est de faire ça en live, parce qu'il y a un attrait participatif, mais il y aura des rediffusions, bien sûr, Rachid, pas de problème. Notamment, tout ce qui est diffusé sur ma chaîne est rediffusé. Tu ne crois pas si bien dire, Rachid, puisque tu m'offres du coup une parfaite transition sur l'autre chose dont je voulais vous montrer. Donc lundi, 18h30, rendez-vous sur ma chaîne pour parler de la Banque citoyenne européenne, et aussi aller jeter un œil, bien sûr, au site de Positive Money, de Green Intervention et de l'Institut Veblen si vous voulez déjà en savoir plus, mais on va vous présenter tout le programme lundi, et croyez-moi, ce sera un gros programme. Mais Rachid demandait est-ce que ce sera rediffusé. Comme toutes les vidéos de cette chaîne, c'est rediffusé sur la chaîne YouTube. Donc le live écho, c'est aussi une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les épisodes précédents, notamment aussi notre petite discussion avec Gilles Mito de la chaîne Eureka, mais aussi d'autres conversations qu'on a eues avec Dorian sur d'autres sujets, etc. Mais comme aussi cette chaîne, c'est pas que du live écho sérieux mais pas trop, et que voilà, j'espère que vous avez une bonne bière avec vous. Alors, sachez que je bois une Westmalle triple, et une Westmalle triple, ça a été jugé comme étant une bière, une valeur sûre dans la grande compétition des meilleures bières. Alors c'est un peu hors sujet, mais oui, quand je fais des lives qui ne sont pas des lives échos, je les mets aussi sur une chaîne à part, et c'est l'occasion de découvrir parfois quelques surprises. Voilà, on a fait un live spécial bière pour mon retour sur Twitch dimanche dernier. La rediffusion est disponible, et n'hésitez pas à ne pas être d'accord avec ce classement indiscutable, bien sûr. Voilà pour les petites annonces. Donc live écho ce soir, live écho, en tout cas annonce de la Banque citoyenne européenne lundi.
Il y aura du coup, suite à cette Banque citoyenne européenne, d'autres lives avec des invités exceptionnels. Mais voilà, tout ça sera dévoilé en temps et en heure. Donc je vous donne rendez-vous lundi à 18h30. Mais pour l'heure, on va parler de chambres de compensation et d'appel de marge. Et je vais tout de suite, voilà, parce que ce live est réalisé par des professionnels, tout de suite j'appelle chez vous l'ami Dorian. Alors le temps qu'on mette en place la connexion avec Dorian. Salut Dorian, est-ce que tu es avec nous? Alors je n'ai pas de son du côté de Dorian. Ah, c'est imminent. Allô? Parfait, voilà. Salut Dorian. Tu m'entends? Ça va, ouais, nickel. Bon, bah merci d'avoir accepté l'invitation une fois encore pour parler de ce sujet brûlant. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement parce que, bon, sans trop t'en dévoiler, c'est un de tes sujets de prédilection sur lequel tu bosses actuellement. Excuse-moi, j'ai eu des petits bugs, j'ai pas du tout entendu ce que tu viens de dire. Non, je faisais juste une petite intro en disant qu'on va parler... Déjà, je te remercie d'accepter l'invitation ce soir une fois encore. Et puis on parlera de chambre de compensation. Allez, amen. Comme toujours avant le live écho, un petit peu de stress et beaucoup de joie. Voilà. Ça fait plaisir d'être ici. Alors on nous dit qu'il y a un petit peu d'écho quand je parle. Ce qui serait super, c'est que tu te mettes sur mute quand tu parles pas. Comme ça on évite le... Ok. Voilà. En sachant que bon, il y aura un gros passage de discussion avec Dorian, mais sur les 10 premières minutes, je vais plutôt dérouler un petit peu voilà, la description du mécanisme et d'où ça vient. Peut-être baisser encore un petit peu le son. Mais bien sûr, si tu veux réagir, Dorian, n'hésite pas. Alors je propose qu'on y aille, directement. Ouais, tu voulais dire un truc? Non, du tout. J'écoute. Alors, j'écoute le maître parler. Oh, c'est gentil. Non, mais alors, pour illustrer, je vous montre cette magnifique photo du G20 de 2009, avril 2009 à Londres. Donc l'un des premiers gros G20 après la crise des subprimes. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse après coup, que vous voulez en savoir plus, et vous m'excuserez pour l'autopromo, mais je consacre à ce sujet de manière tout à fait pédagogique un chapitre complet de mon livre qui est dispo gratuitement ici. Voilà, j'ai remis le lien sur le chat, mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, à tête reposée, n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. C'est une source voilà, à votre disposition pour parler un petit peu de ces mécanismes. Alors, je dirais pour contextualiser, un point de départ intéressant, c'est effectivement la crise des subprimes, puisque, on le sait, avec la crise des subprimes en 2008, il y a eu une réaction des gouvernements, essentiellement une réaction de sauvetage rapide, donc de faire des renflouements, mettre à disposition des banques beaucoup de fonds publics pour éviter la catastrophe. Mais dans un second temps, les chefs d'État ont aussi convenu de réformes financières qui devaient changer la donne. Et une de ces réformes qui a été mise en place suite à la crise de 2008 et qui a été donc discutée et acceptée auprès des chefs d'État lors du G20 de 2009 à Londres, c'est celle finalement de l'obligation d'utiliser des chambres de compensation. Donc la chambre de compensation, c'est une entité financière qui n'est pas une banque, qui peut être une banque mais qui n'est pas une banque en général, et qui va être essentiellement sur les produits dérivés, l'acheteur de tous les vendeurs et le vendeur de tous les acheteurs. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un produit dérivé entre une banque A et une banque B, on ajoute un intermédiaire qui sera cette chambre de compensation et qui va centraliser toutes les transactions de produits dérivés pour aussi avoir des mécanismes, et en particulier le mécanisme d'appel de marge, qui est là pour essayer de rendre le truc un petit peu plus sécurisé. Donc on va voir tout de suite en quoi ça consiste, mais ça fait partie des choses qui ont été décidées lors de ce G20, donc qui ont pris une dizaine d'années à être mis en place. Bien évidemment, ça n'a pas été mis en place dès 2009, mais le G20 de 2009 avait accepté le principe de rendre obligatoire l'appel aux chambres de compensation. Obligatoire parce qu'en fait, les chambres de compensation, c'est pas un truc nouveau. C'est un truc qui existait déjà, mais qui n'était pas obligatoire. Donc qui était utilisé mais sur un petit pourcentage. Et la raison pour laquelle, ou une des raisons pour laquelle c'est devenu obligatoire après 2009, en tout cas bien après 2009, mais que ça, sur le principe ça a été accepté en 2009, c'est parce que
le mécanisme de la chambre de compensation, il y a eu un exemple qui a prouvé que ça pouvait marcher. Et c'était finalement Lehman Brothers. Je m'explique. Lehman Brothers avait bien évidemment des milliers et des milliers de trades, des milliers et des milliers de produits dérivés, et ces produits dérivés sont extrêmement contagieux. C'est une des raisons pour laquelle une crise bancaire américaine est devenue une crise financière mondiale. Mais une partie du portefeuille de Lehman Brothers, lui, était passé par des chambres de compensation. Et donc notamment par des phénomènes d'appel de marge, ce qu'on va appeler être collatéralisé. C'est-à-dire qu'il y avait comme ça un collatéral, donc comme un dépôt ou une caution, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème en cas de faillite de Lehman Brothers. Donc Lehman Brothers a fait faillite, et sur les 66 000 swaps qu'elle avait, Lehman Brothers, et qui étaient collatéralisés via une chambre de compensation, il n'y a pas eu de contagion. Au bout de 2-3 semaines, tout le monde avait été payé. Donc suite à la faillite de Lehman Brothers, il n'y a pas eu d'acteurs lésés sur ces 66 000 trades. Alors, sur le reste, bien évidemment, on connaît l'histoire, il y a eu la crise des subprimes, etc. Mais sur ce qui était collatéralisé, finalement, même la faillite d'un acteur comme Lehman Brothers, la chambre de compensation a fait son boulot. Et donc, c'est ce qui a aussi inspiré les chefs d'État à s'y mettre. Alors, la chambre de compensation, c'est un acteur central, comme je l'ai dit, qui va se retrouver à faire l'intermédiaire entre les différents acheteurs et vendeurs de produits dérivés. Pour comprendre un petit peu comment ça marche, je vous renvoie notamment à une précédente vidéo qu'on avait fait sur le sujet des mathématiques en finance, et où on avait parlé un petit peu des produits dérivés. Alors, la chambre de compensation, ça s'applique d'abord et surtout sur les produits dérivés. L'idée, c'est qu'un produit dérivé, c'est un pari sur l'avenir. Donc on va avoir un investisseur A qui va faire un pari sur l'avenir, et l'investisseur B qui va dire « Ok, je veux bien suivre ce pari ». Et donc dans l'exemple qu'on avait pris la dernière fois, c'est qu'on avait une chef d'entreprise qui cherchait à se couvrir contre les variations du prix du pétrole, et donc elle peut par exemple aller voir une banque et accepter de payer aujourd'hui 45 $, enfin, ou elle peut accepter que la banque lui vende un baril de pétrole à 45 $ dans un an. Donc dans un an, ce baril de pétrole doit être livré par la banque à 45 $. Sauf que si la banque fait faillite, la chef d'entreprise ne pourra pas acheter ce baril de pétrole à 45 $. Et donc ce qui va se passer, c'est que selon la variation du prix du baril de pétrole, si par exemple j'ai fait ce contrat, donc j'ai accepté avec une banque quelconque de pouvoir lui acheter dans un an un baril de pétrole à 45 $. 6 mois s'écoulent et le baril de pétrole il est à 60 $. Donc je sais qu'aujourd'hui il est à 60 $ et que dans 6 mois je vais pouvoir l'acheter à 45 $. Donc parti comme c'est, j'ai fait le bon pari, et il se pourrait, si rien ne change, que je fasse une plus-value de 15 $, du coup, puisque je l'aurais acheté à 45 $ au lieu de l'acheter à 60 $, donc je fais une plus-value de 60 $. De 15 $, pardon. Si la banque fait faillite avant de pouvoir me vendre ce baril de pétrole, et du coup j'en suis de ma pomme à 15 $. Donc l'appel de marge, c'est quoi ? C'est d'exiger que cette banque mette 15 $ de côté à la chambre de compensation, et c'est la chambre de compensation qui va collecter ces 15 $, et qui va les garder, et si la banque fait faillite, c'est la chambre de compensation qui va me filer ces 15 $. Si à l'inverse, je suis toujours là, 6 mois avant l'échéance du produit, le baril de pétrole il est à 30 $, et que moi j'étais sur le point d'en acheter un à 45 $ à la banque, c'est la banque qui est sur le point de faire un bénéfice de 15 $, et c'est à moi de mettre ces 15 $ à la chambre de compensation. Comme ça, si moi je fais défaut, si mon entreprise fait faillite, la banque peut quand même récupérer ces 15 $. Voilà. Ça, c'est le principe de base de l'appel de marge. L'appel de marge, c'est une façon de se protéger contre ce qu'on appelle le risque de contrepartie. C'est-à-dire que le risque que ma contrepartie fasse défaut avant le terme du contrat. Ça, c'est le principe de la chambre de compensation qui va donc faire ce boulot jour le jour de collecter des appels de marge par rapport à la variation du différent sous-jacent. Et qui va du coup, en cas de faillite, gérer et payer qui doit quoi, etc. Donc ça, c'est le principe de base. C'est une façon donc pour les banques de se protéger du risque de contrepartie. Alors attendez, je vous montre ce slide, mais c'est pas ce slide-là qui m'intéresse le plus. Mais c'est pas le seul avantage de la chambre de compensation. La chambre de compensation, elle simplifie, en tout cas en principe, parce qu'on va voir que c'est pas forcément le cas en réalité, mais en principe, la chambre de compensation, plutôt que d'avoir une espèce de toile d'araignée géante
entre la banque A, la banque B, la banque C, la banque D, la banque E, et toutes des relations bilatérales entre ces banques, et bien là, tout passe par la chambre de compensation, et donc on se retrouve à finalement un mapping assez complexe des relations entre les différents acteurs sur les produits dérivés, un mapping plus simple, qui passe par la chambre de compensation, et qui permet aussi de gérer de manière ordonnée la faillite d'un des nœuds de ce réseau. Donc typiquement, avec Lehman Brothers, voilà, la banque Lehman Brothers a disparu, la chambre de compensation a pu faire le boulot et compenser donc les autres banques qui étaient là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces appels de marge, donc cette compensation, on n'est pas forcément obligé de la payer en cash, on peut la payer avec des obligations qui sont de très très bonne qualité, donc des bons du trésor allemand, ce genre de choses, qui sont presque aussi liquides et qui ont presque autant de valeur que du cash. Ce qui fait aussi que du coup on a une grosse demande à la hausse pour ces collatéraux sûrs, donc notamment des obligations des pays de la zone euro, des États-Unis, etc. Je pense que c'est un des points qui sera intéressant aussi à mettre en perspective. Cette réforme finalement a aussi encouragé l'usage comme ça de collatéraux de bonne qualité, mais donc du coup a drivé la demande à la hausse, ce qui a probablement aussi poussé les taux à la baisse, mais ça c'est peut-être un peu hors sujet. L'autre souci, et on va débattre tout de suite avec Dorian là-dessus, c'est que finalement, le fait de centraliser comme ça tous les produits dérivés, ça a des avantages, c'est que ça a l'air de simplifier un peu les choses, mais ça a aussi des inconvénients, c'est qu'en fait, on crée une espèce de digue géante, donc on crée un nouvel acteur qui est systémique, et si cet acteur lui-même se retrouve en situation de faillite, ce qui peut arriver parce qu'en fait elles sont pas aussi bien capitalisées et pas aussi bien protégées que les banques, finalement on se retrouve avec un acteur systémique qui pourrait complètement foutre la merde dans tout le réseau, puisqu'il y a cette ultra centralisation du risque. Donc en finance, on le sait, petit problème de caméra mais je suis toujours là, en finance on le sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc le risque finalement existe toujours, c'est juste qu'il a été transféré à la chambre de compensation plutôt que de disparaître. Maintenant, il faut s'assurer que cette chambre de compensation puisse le gérer ce risque. Donc ça fait partie des nouveaux enjeux par rapport à cette nouvelle obligation qui a été instaurée partout dans le monde, enfin partout dans le monde, dans les grands pays, en Europe, aux États-Unis, etc. La régulation financière s'est mise donc à rendre obligatoire ce mécanisme de chambre de compensation. Mais du coup avec des avantages, c'est que du coup on a un mécanisme ordonné et on a une protection contre le risque de contrepartie via les appels de marge, mais on a aussi créé des acteurs plus systémiques et on a recentralisé le risque, ce qui peut avoir des inconvénients, surtout quand ces chambres de compensation ne sont pas forcément super bien protégées, et puis parfois elles se font aussi un peu concurrence entre elles, ce qui peut avoir d'autres effets, à mon avis, qui intéressera aussi Dorian, puisqu'on en parlait tout à l'heure des différences de prix et des problèmes de points de base qui pouvaient se poser entre différentes chambres de compensation. Mais bref, voilà pour le topo de base, voilà pour le mécanisme de base qui présente quand même certains avantages, qui permet aussi de gérer de manière ordonnée les différentes pertes et d'avoir de l'argent de côté pour couvrir ces pertes. Donc ça reste quand même assez positif. Mais qui a aussi eu d'ailleurs, un dernier point qu'on évoquera probablement, un effet sur l'affaire GameStop, puisque ces appels de marge ont aussi forcé pas mal de fonds à devoir réaliser leurs pertes sur GameStop avant échéance, puisque les chambres de compensation ont donc appelé, quand le cours de l'action a évolué, pour collecter ces appels de marge. Voilà, je m'arrête là-dessus pour l'intro, je pense en avoir déjà bien dit. On va voir ensemble les autres enjeux et les avantages, les inconvénients avec Dorian. Du coup, Dorian, je suis tenté de te demander tout de suite, quelle est peut-être ta première réaction, le premier truc que tu voulais aborder par rapport à ces chambres de compensation et ces appels de marge. Alors là, mon cœur tangue de tous les côtés. Tant de sujets à aborder, tant de points à éclaircir. Écoute, peut-être que le plus intéressant, je voudrais juste demander à l'audience, est-ce que le problème d'écho est réglé ? Est-ce que vous entendez bien ce que je dis ? Il n'y a pas de problème d'écho ? Ça va ? Alors il faut voir, il faut que j'essaie de parler du coup.
Je m'entends encore un peu dans ton micro quand je parle, donc il y a encore un petit écho, mais écoute, ça va aller parce que je vais te laisser parler un peu là. Bon, désolé à tous si ça cause des petits problèmes. Bah écoute, moi vraiment ce qui m'impressionne dans toutes ces histoires de chambres de compensation, c'est que finalement, grosso modo, quand on est une banque, quand on est un acteur, on a le choix. Est-ce qu'on fait un OTC, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un accord bilatéral, ou est-ce qu'on passe par la chambre de compensation? Les mecs vont se dire, ah, mon problème c'est que si je passe par la chambre de compensation, je vais payer plus cher, donc je vais préférer, peut-être pas toujours, mais dans la majorité des cas, je vais préférer passer par le bilatéral. Et c'est cet avantage naturel en fait pour le marché dérégulé, ça a créé en fait un espèce d'effet de concurrence des chambres de compensation. Je m'explique. Quand tu parlais des collatéraux, ce qui m'intéressait beaucoup en fait, c'est que il n'y a pas du tout le même profil quand on passe par une chambre ou quand on passe par un OTC. Quand vous postez un collatéral, donc vous êtes sur un OTC, vous postez un collatéral. Ce qui se passe, c'est que même si vous postez votre collatéral en gage de la transaction que vous êtes en train de faire, vous continuez quand même à gagner des intérêts sur le collatéral. Ouais. C'est-à-dire si je poste par exemple un bon du trésor ou une dette d'entreprise qui est très très sûre, je vais quand même collecter l'intérêt dessus. Tandis que ce qui se passe dans le cadre de la chambre de compensation, c'est que quand il y aura le margin call, c'est-à-dire l'appel de marge, imaginons que ma position est très légèrement perdante, je vais devoir augmenter un peu la marge. Je vais poster plus d'argent, par exemple. Bah, ce qui va se passer, c'est que la contrepartie avec laquelle je fais ma transaction, c'est elle, en fait, qui va obtenir ce cash, qui l'aura sur son compte. Et cette personne, du coup, peut retirer le cash de la chambre de compensation et peut acheter ou faire des arbitrages avec, mais l'important c'est que c'est la contrepartie qui va recevoir l'intérêt. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans le cadre de LCH, c'est-à-dire la plus grande chambre de compensation qui se trouve à Londres et qui pose de gros problèmes de souveraineté, je suppose que tu voudras peut-être réagir là-dessus. On va dire un mot, je pense, ça vaut le coup. Ouais, oui, peut-être même une phrase. Et ce qui est super intéressant en fait, c'est que LCH, pour contrer en fait cet effet-là et deux autres effets de convexité et de valeur actuelle nette, si tu veux, on pourra peut-être en parler un petit peu après. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti en fait une méthode de prix qui s'appelle le Price Alignment Interest. J'ai pas trop la traduction en français honnêtement, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que en fait ils remettent à zéro votre marge le matin. Et c'est un truc qui s'est passé, c'est une modification qu'ils ont fait depuis 2011-2012, si je ne dis pas de bêtises, justement pour éviter que ça soit la contrepartie qui obtienne le cash directement. Ouais. Donc ce qu'ils font, c'est que si vous postez votre appel de marge, ils vont garder en fait la marge, le collatéral pour eux, et ils vont vous payer en fait un taux d'intérêt pour avoir posé cette marge-là. Et le taux d'intérêt, c'est le taux directeur américain. Ouais, donc en fait. Ouais. Oui, je savais même pas que c'était l'overnight, je croyais que c'était l'effectif Fed Fund. Ça dépend, parce qu'en fait, c'est souvent l'overnight, parce que comme tu fais des appels de marge en quotidien, ça équivaut à un taux overnight en fait. Ouais, c'est logique. Ouais, c'est vrai que c'est logique. Mais peut-être pour simplifier, parce que tu mets le doigt sur un truc assez technique, mais qui fait aussi appel à peut-être à deux notions plus simples qui me semblent importantes. La première, c'est que, évidemment, passer par une chambre de compensation, ça a un coût. Déjà, il y a un coût d'entrée parce que pour être membre de la chambre de compensation et donc pour pouvoir utiliser ces services, il y a un membership fee, enfin donc un coût d'inscription, un frais d'inscription. Ça c'est une chose. Il y a effectivement donc du coup les différences sur la manière dont on peut jouir de l'argent qu'on met finalement à la banque en tant que caution, ce qui ajoute une couche de complexité. Et puis, il y a un effet de concurrence entre les chambres de compensation qui fournissent un service qui est maintenant plus ou moins obligatoire, mais comme il y a plusieurs chambres de compensation, elles se tirent la bourre pour essayer d'attirer quand même des clients parce que ça leur fait du business. Elles essayent du coup aussi, ce qui fait qu'elles font aussi du marketing, donc elles font pas que leur boulot de sécurisation. C'est pas un acteur public, c'est un acteur privé, la chambre de compensation. En général détenue par les banques elles-mêmes, donc ce qui crée aussi un problème de procyclicalité, je dirais, en tout cas un petit peu de vase communicant. Et tu parlais, parce qu'il faut quand même le dire, de problème de souveraineté, c'est que
jusqu'à il y a peu de temps, et c'est encore essentiellement le cas, la plus grosse chambre de compensation en Europe, elle est à Londres, c'est LCH, pour London Clearing House tout simplement, et l'essentiel des trades en euros passe par LCH. Ce qui fait que ça pose effectivement un problème de souveraineté, puisque avec le Brexit, cette chambre de compensation n'est plus dans la zone euro, et elle n'est plus dans la juridiction de supervision européenne, alors que s'il y avait un problème avec la monnaie euro et les trades euros, et ben ce truc-là se passerait à Londres. Donc c'est quand même un souci voilà, bon, qui tend à se résorber au fur et à mesure, parce que de plus en plus de trades sont du coup faits trades en euros sont faits en Europe, mais il y a tellement de trades, c'est des trades avec des maturités très longues, qui sont déjà chez LCH et qui ne sont pas backloadés en Europe. Et effectivement, ça peut poser un problème de souveraineté dans le cas d'une crise, effectivement. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, voilà, tu vois un petit peu la conclusion que je voulais aborder en abordant ces problèmes de calcul de marge. C'est que, voilà, déjà, peut-être qu'on abordera un petit peu après le spread LCH-CME qui découle de ce problème de calcul des marges, mais surtout, c'est ce qu'on voit en fait, c'est qu'ils s'alignent sur le standard des OTC, quoi. On n'est pas du tout sur un principe où on essaye de réguler entre guillemets la finance comme le G20 avait tenté de le promouvoir. On est vraiment sur, on s'aligne en fait. Même les instituts qui sont censés être publics sont privés déjà, donc on pourrait peut-être se poser des questions là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment qu'ils essayent de s'aligner sur les standards des OTC, qui sont dérégulés, quoi. Et c'est vraiment cet arbitrage réglementaire, en fait, où vous essayez d'aller là où vous êtes le moins régulé pour payer le moins cher. C'est un énorme problème. C'est une fuite en avant, c'est vrai que c'est une course vers le bas, et ça, je l'ai souvent constaté. Ouais, nivellement vers le bas, c'est ça. Nivellement par le bas. Et puis, je disais que ces institutions, ces chambres de compensation, sont pas aussi bien protégées que les banques. Pour vous donner un ordre de grandeur, bon, les chiffres datent un peu, mais ça s'est un peu amélioré depuis, mais pas de ouf. C'est qu'une chambre de compensation comme LCH, en 2015, c'était 2,5 trillions de livres sterling. Ah non, pardon, c'est en millions, pardon. Ça, c'est la taille donc c'est la taille de ce c'est le volume, ça. C'est ce qu'il faut garantir. C'est même pas les volumes, ça c'est vraiment la taille du fonds de garantie. Mais l'argent que possède LCH vraiment à eux, si jamais le fonds de garantie n'est pas suffisant et que LCH doit mettre de l'argent de sa poche, c'est 45 millions. Donc c'est-à-dire que... Je savais même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 2%. L'entreprise possède même pas plus de 2% de l'équivalent de ce qu'il y a dans le fonds de protection, en sachant que le fonds de protection, donc c'est 2,5 trillions, c'est déjà, milliards, c'est énorme, mais c'est pour couvrir des volumes de trade assez énormes. Par exemple, mais attends, on parle de 900 trillions. Ouais, on parle de 900 trillions de swap. Exactement. Bon, là, je suis encore sur les chiffres de 2016. Il va falloir que je mette ça à jour. J'ai peut-être des chiffres plus récents après, il faut que je regarde. Mais en gros, on est sur des volumes absolument énormes. Donc, bon, alors évidemment, on n'a pas 1 pour 1 de collatéral, parce que sinon, ça n'aurait plus aucun intérêt de rentrer dans un contrat financier. Mais de fait, c'est pas des choses... Là, j'ai des chiffres un peu plus récents. Alors c'est marrant, il faudra qu'on check, mais moi je suis pas à 900 trillions, moi je suis plus à 600 trillions sur le dérivé. Mais c'est les dérivés qui sont OTC qui sont cleared chez moi, donc peut-être que il doit encore avoir des trous dans la raquette. Mais bref, tout ça pour dire que c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup plus que le PIB de l'Europe, par exemple, bien évidemment. Bah oui, voilà. On est sur des ordres de grandeur complètement délirants. Ah oui, attends, DTCC qui clean les bons du trésor américain, les 10 ans, etc. On est sur 2,15 quadrillions de dollars. Des quadrillions. Donc imagine ce qui se passe en OTC. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je regarde vite fait aussi. Il y a un autre point que je voulais aborder, parce que on parlera de GameStop, je pense, un peu après. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Mais un autre point sur un des effets pervers de l'hyperconcentration. Ça, c'est le papier que je t'ai envoyé hier, mais je voulais juste illustrer un des points qui est abordé par le papier. Ce qui est intéressant, c'est que la philosophie des réformes du G20 en 2009, c'était d'en finir avec le too big to fail, le trop gros pour mourir. Typiquement, on a dû sauver plein de banques parce qu'elles étaient trop grosses
et que si on les laissait faire faillite, il y allait avoir un risque de contagion à l'économie réelle. Donc, on a voulu en finir avec le trop grosse pour mourir, donc pour éviter que les banques comme ça prennent en otage l'économie réelle. Et l'une des idées, donc, c'est de dire, comme les produits dérivés sont contagieux, avec la chambre de compensation, c'est la chambre de compensation qui va gérer une éventuelle faillite, et ça va pas se transmettre à l'économie réelle. Bon. Donc du coup, les acteurs qui étaient avant too big to fail, grâce à ça, ne sont plus too big to fail. Or, attention, la chambre de compensation elle-même, par rapport à ce qu'on vient de dire et ce qu'on vient de voir, est clairement un nouvel acteur too big to fail, parce que si celui-là fait faillite, on sera obligé d'aller le sauver, parce que lui fera une contagion énorme, puisqu'il est connecté avec tout le monde en plus, donc il fera une contagion encore pire qu'une grosse banque. Mais, comme il y a ce système de clearing member, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser une chambre de compensation, mais pour pouvoir être membre d'une chambre de compensation, il faut être suffisamment gros, important et avoir une capacité opérationnelle suffisamment bonne pour être membre, en plus du coût d'inscription qui est élevé. Ce qui fait que les grosses banques, les banques too big to fail, sont des membres directs des clients de la chambre de compensation, enfin des membres de la chambre de compensation, et que les plus petites banques, les fonds de pension, les hedge funds, etc., eux, du coup, sont obligés de se faire sponsoriser par une grosse banque pour pouvoir passer par la chambre de compensation. Ce qui fait que non seulement la chambre de compensation est un acteur trop gros pour mourir, too big to fail, systémique, mais les grosses banques systémiques, qui devaient devenir moins systémiques grâce à ça, sont devenues encore plus systémiques. Et ça, c'est pas en théorie, c'est en pratique, puisque y a une étude très sérieuse qui a été faite par des chercheurs de l'ESRB et des différentes institutions européennes, qui a créé comme ça, qui a essayé de regarder un petit peu les chiffres, et qui s'est rendu compte que le réseau de banques, avec maintenant ce nouveau rôle des grosses banques, qui sont un petit peu les sponsors, les parrains des petites banques et des fonds, pour aller aux chambres de compensation, ont encore plus de relations avec encore plus d'acteurs qu'avant cette réforme. Donc on a réussi à rendre les chambres de compensation encore plus systémiques grâce à ça. Pardon, on a réussi à rendre les grandes banques et en plus les chambres de compensation. Voilà. Donc ça c'est un point que je voulais faire valoir, mais je suis curieux de voir ta réaction. Je reprends parce que là le sponsor repo, on en a déjà parlé ensemble. Moi c'est vraiment ma découverte de 2021. Alors moi je trouve ça génial. Une banque peut inviter du coup un hedge fund, ou plutôt un consortium de hedge funds, Citadel pour ne citer que. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les hedge funds qui ont accès du coup aux chambres de compensation, au lieu d'emprunter en fait au prix de la liquidité, c'est-à-dire le prix en fait de l'obligation que vous traitez, parce que moi je traite surtout les obligations, eh bien vous empruntez au coût de bilan. C'est magnifique. En fait, si vous êtes invité, imaginons par JP Morgan, Andrew Mellon ou quoi, c'est que vous êtes un hedge fund, vous allez emprunter en fait moins cher, comme si c'était en fait JP Morgan ou Andrew Mellon qui empruntait pour vous. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus de hedge funds ont commencé à être invités sur les sponsors repo, notamment par DTCC. Très très importante cette chambre de compensation. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que si on regarde les comptes de DTCC, on voit que les volumes de transactions ont explosé, mais que leurs revenus ont baissé. Qu'est-ce que c'est que le revenu fondamentalement d'une chambre de compensation ? Comme tu l'as expliqué, Michael, c'est la marge. C'est la marge que déposent les acteurs qui font les transactions. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé leur marge. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont baissé leur marge ? Mais c'est en même ce qu'on remarque en fait, c'est ça. Oui, déjà ils ont explosé ils ont compensé par les volumes, mais encore plus intéressant, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que ça a vraiment commencé en 2018, l'explosion du sponsor repo, et 2018, c'est une année, c'est à partir de là que les banques japonaises ont vendu des quantités énormes de dettes d'entreprise. Donc, ma théorie, ça reste encore à vérifier, mais c'est qu'ils ont baissé les marges, en fait, demandées par les hedge funds, pour que les obligations vendues par les étrangers soient rachetées par les hedge funds, puissent être empruntées du coup en repo, pas à des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Donc ça permet de refinancer les dettes américaines, ça permet de créer de la liquidité sur les marchés, mais par contre, la réserve que détient les chambres de compensation en cas de pépin, c'est très dangereux, très 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 dangereux, parce que ce qui se passe concrètement, c'est que si les hedge funds font faillite, du coup c'est les chambres de compensation qui font faillite. Et le problème c'est que vu que c'est les banques derrière qui les assurent, c'est elles qui vont assumer les pertes. Donc elles sont en flip
totale, justement, de devoir recapitaliser les chambres de compensation. Et donc déjà, il y a ce problème-là, qui fait que la Fed va devoir, d'une manière ou d'une autre, renflouer les hedge funds, et ils ont déjà commencé d'ailleurs. Mais bon. Et juste, dernier petit point, et je fais très rapidement là-dessus, c'est que, en fait, DTCC backstop indirectement la réhypothécation des collatéraux. Il n'y a pas assez de collatéraux pour faire toutes les transactions et emprunter tout le cash que les acteurs ont besoin. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils réutilisent plusieurs fois un même collatéral. C'est-à-dire qu'un titre peut appartenir, selon les études du FMI, à 2,5 personnes en même temps. Selon la règle aux États-Unis, 6,5 personnes en même temps. Selon quelques calculs officieux que j'ai pu voir, offshore, on peut aller à 30 fois. Et ce qui est génial, en fait, c'est que grâce à ce truc de sponsor repo, c'est que de manière offshore, vous pouvez réhypothéquer en fait un collatéral à un coût qui est très faible et en même temps réduire le risque de contrepartie par la chambre de compensation, donc par les banques. Ouais. C'est du génie ce qu'ont fait les banques. Ce qui est intéressant en plus, c'est parce que tout ça, ça pose aussi le problème de liquidité, ça tu l'as dit. C'est-à-dire que comme il y a du collatéral à poster, et parfois on va le poster du coup en double, en triple, on va comme si on hypothéquait plusieurs fois sa maison, c'est qu'en fait il faut déjà qu'il y ait beaucoup de collatéral. Et il faut qu'il y ait de la liquidité. Parce que si du jour au lendemain, je dois payer mon appel de marge, bah, j'ai plus de flux, forcément, parce que j'ai pas juste un flux final à la fin du trade, j'ai un flux quotidien sur la manière dont évolue mon trade. Peut-être que pour illustrer ça, je pourrais montrer rapidement cette image. Attendez, restez avec moi. Ça va peut-être être un petit peu abstrait, mais en gros, l'idée, c'est que si j'ai un sous-jacent qui évolue, ben, il évolue tous les jours, et puis c'est juste à la fin que je réalise ce qu'il a fait. Donc j'ai un paiement, c'est le paiement à la fin. Or là, en fait, j'ai plein de petits paiements quotidiens par rapport à la manière dont ça évolue. Donc j'ai plus de flux. Et donc j'ai finalement peut-être réduit mon risque de contrepartie dans une certaine mesure parce que j'ai donc de l'argent de côté, même si je réhypothèque 3 fois ou 4 fois ma maison, j'ai virtuellement pas tout l'argent de côté, mais j'ai quand même de l'argent de côté pour me protéger, donc j'ai réduit quand même le risque de contrepartie, mais j'ai transformé quand même ce risque de contrepartie en risque de liquidité. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir besoin de cash aujourd'hui pour dans 6 mois, j'ai besoin de cash tous les jours pour payer mes appels de marge tous les jours. Et beaucoup de gens, beaucoup d'orthodoxes, d'officiels vont dire les chambres de compensation ça marche super bien, regardez, il n'y a pas eu de crise en 2015, il n'y a pas eu de crise en 2020 avec la Covid, etc. Mais en fait, c'est parce que tout ça fonctionne grâce à la politique, aussi grâce à la politique non conventionnelle des banques centrales qui inondent les marchés de cash, qui mettent à disposition du collatéral quand il y a besoin. Donc si une banque a besoin de collatéral liquide, eh ben, ils vont mettre en compensation quelque chose qui est encore moins liquide et ils vont récupérer comme ça du cash. Ils peuvent même se faire prêter de l'argent directement. Donc il faut savoir que ce risque de liquidité, enfin ce risque de contrepartie a été transformé en risque de liquidité. Le risque de liquidité est réel et il n'est pas du tout adressé par les chambres de compensation, puisque les chambres de compensation rendent ce risque de liquidité encore plus important. Mais comme derrière les banques centrales inondent les banques et les investisseurs de cash, pour l'instant, personne n'y a vu que les gens n'y voient que du feu, ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas parce que les chambres de compensation sont solides. Ça fonctionne parce que les banques centrales font un boulot non conventionnel au bénéfice des investisseurs et des marchés. Je le dis là parce que sinon j'allais oublier, parce que sinon j'allais partir sur GameStop. Parce que ce que tu as expliqué aussi avec Citadel, avec le sponsoring comme ça, c'est un des enjeux aussi de l'affaire GameStop. Peut-être qu'on peut en parler brièvement. Tu te lances sur GameStop ? Je vais juste en 2 secondes dire que voilà, encore une fois avec l'affaire GameStop, au début, quand le cours de l'action GameStop s'est mis vraiment à faire du yo-yo et à partir et à multiplier sa valeur par 10, 20, 40, forcément ça a créé des appels de marge énormes pour certains fonds d'investissement et aussi pour les brokers, parce que quand toi tu es un petit porteur et que tu achètes une option, tu les payes pas ces appels de marge, c'est ton broker qui les paye pour toi. Donc quand tu vas sur Robinhood et que tu achètes de l'action GameStop ou tu achètes une option sur l'action GameStop, parce qu'en plus les options maintenant sont vendues aussi sur des trucs comme Robinhood,
C'est pas toi qui paye l'appel de marge, en fait c'est Robinhood qui te facture un service mais qui va aller payer ses appels de marge. Sauf que quand l'action fait ce genre de mouvement non conventionnel par rapport à la trend historique, eh ben c'est Robinhood qui se retrouve à payer. C'est pour ça qu'à un moment donné Robinhood a dit bah non stop, vu les appels de marge que je dois payer etc, je ne peux plus prendre d'ordre sur GameStop. Et alors, ça c'est ma théorie, tout le monde n'a pas été forcément d'accord avec ça, mais c'est pas qu'une théorie. Mais une partie des problèmes qu'il y a eu sur les hedge funds qui ont dû réaliser leurs pertes plus tôt, et sur les problèmes de liquidité, et sur le fait que le cours a dû être suspendu à certains moments, c'est dû aux appels de marge en fait. Parce que c'est le mécanisme qui veut ça, c'est pas un bug de la matrice, c'est une feature du mécanisme. Le mécanisme est censé être comme un backstop. Quand l'action fait un yo-yo trop important. Mais qui t'a dit que c'était une théorie, ça? Non, mais je sais qu'il y a des élus, on l'avait dit aussi, des élus américains notamment, de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche, qui s'étaient un petit peu émus sur le côté antidémocratique pour les petits porteurs de ne plus pouvoir acheter ou revendre leurs actions. Mais en fait, ça fait partie des régulations qu'ils ont votées eux-mêmes 5 ans avant, si tu veux. Donc... Bon. Oui, bon, no comment. Voilà, mais je refermerai la parenthèse là-dessus. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'aborde par rapport à GameStop, c'est là que je fais le lien avec les appels de marge de GameStop. Ouais, bah tu sais, en plus, ce qui est magnifique, moi, c'est que je trouve que... Attends, les mecs, ils peuvent quand même payer à T+2, c'est-à-dire vous pouvez en fait emprunter par exemple un titre, une action, peu importe, et payer 2 jours plus tard, même 3 jours plus tard, dans le cadre des dettes d'entreprise. Ouais. Donc ouais, c'est clair que les appels de marge, faudrait peut-être voir un petit peu comment on les price. Hein. On espère qu'il puisse ne pas se passer grand-chose en 2-3 jours, et en général il se passe pas grand-chose en 2-3 jours, sauf que sur GameStop, en 2-3 jours il s'est passé des trucs de ouf, quoi. Donc... Oui, bah en fait c'est le truc en fait c'est que quand tu parlais de la concentration qu'il y a sur les chambres de compensation, c'est on parlait hier de Warong. Ouais. Tu sais, le fameux institut chinois qui était là pour racheter j'ai news pour illustrer pendant que tu... vas-y. Oui, en fait, c'était un institut qui est censé en fait financer des dettes des dettes chinoises et racheter surtout des mauvaises dettes chinoises. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que Warong passait par Hong Kong pour financer à moindre coût ses dettes. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont passé certains accords en fait, avec BlackRock et Goldman Sachs et une autre banque, il me semble, je ne me rappelle plus laquelle. Que les meilleurs, BlackRock, Goldman Sachs, tu m'envoies du gros rêve, là. Oh bah oui, franchement, on a envie de les marier. Et ouais, là, dans l'article que tu cites, qu'on a lu tous les deux, il est notamment mentionné que la participation totale de BlackRock et Goldman Sachs a atteint le milliard, il me semble. Ouais. Ou c'était peut-être un petit peu moins, mais je crois que là... Milliard de... pas en dollars, mais en... Alors oui, oui, effectivement, c'était 1,3 milliard en yuan et 22 billions en outstanding offshore debt. C'est ça, 22 milliards de dettes offshore. Et quand le CDS en fait a explosé, c'est-à-dire le contrat qui s'assure contre un risque de défaut de Warong, ce truc a explosé, qui signifie que Warong en gros est dans la merde. Et attendez, on est en droit de se poser quelques questions. Ça a créé quand même un bordel sur les marchés américains. On a vu que les repo fails, c'est-à-dire toutes les opérations repo, c'est-à-dire les gages de collatéral, on a vu que les défauts ont augmenté, mais vraiment de manière à peu près disproportionnée en une seule journée. On a vu qu'il y a eu des paniques sur les banques, et moi, le truc qui m'a choqué le plus, c'est que, attendez, comment ça, au Warong, c'est des mecs qui rachètent des mauvaises dettes chinoises, et ils sont notés investment grade. Ouais. Investment grade, c'est BBB, c'est une des meilleures notes que vous pouvez avoir quand vous êtes une dette d'entreprise. Donc attendez, comment ça se fait que ces trucs-là sont cleanés par une chambre de compensation qui est censée assurer la stabilité financière, qui est un bien commun? Comment ça se fait qu'ils sont notés investment grade alors que c'est un sac à merde ce truc? Comment c'est possible que ça soit noté comme ça? Surtout que les problèmes de notation et du rôle des agences de notation aussi étaient déjà bien pointés pendant la crise des subprimes, c'était déjà un des problèmes. Hein. Moi d'ailleurs j'aime bien faire ce parallèle-là avec les chambres de compensation parce que une des leçons de la crise des subprimes, ça a été qu'on ait donné par la régulation un rôle trop important à un acteur privé qui était l'agence de notation.
On lui a donné un rôle, c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps, puisque tous les investisseurs devaient utiliser cette matrice de risque, donc évaluée par les agences de notation, pour déterminer ce qu'ils avaient le droit d'investir, dans quelle proportion, notamment les fonds de pension doivent investir suffisamment dans des assets de bonne qualité. Mais la qualité des assets donc est déterminée par les agences de notation, et les agences de notation, il n'y en a pas 50 000. Il n'y en a pas 50 000, elles sont privées, on a vu pendant la crise des subprimes qu'elles étaient en plus vachement perméables aux intérêts des banques, et qu'elles ne faisaient pas super bien leur boulot. Donc une des leçons de la crise des subprimes, c'était de dire de plus faire ça, de plus laisser un acteur privé central un rôle aussi important, et puis finalement les chambres de compensation, c'est un nouvel acteur privé, central, qui peut aussi faire de la merde. Pour moi, c'est typique du genre de leçon pas retenue, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et il y a aussi une autre leçon qui n'a pas été retenue, et je pense que tu vas te faire un petit plaisir à le détailler, c'est quand même la procyclicité de la volatilité, la valuatrice. Ouais. Ça m'étonne que tu l'as pas mentionné. Non, alors parce que c'est un peu technique. Alors, les appels de marge, il y a deux types d'appels de marge. Il y a ce qu'on appelle le variation margin, donc c'est ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'au jour le jour, je vais devoir payer la variation du prix par rapport au pari que j'ai fait pour l'avenir. Mais il va y avoir aussi une initial margin, qui est une espèce de cagnotte qu'on va mettre au départ et qui peut évaluer aussi, qui peut changer comme ça au fur et à mesure du temps, qui est censé se couvrir contre des mouvements plus importants de marché. Donc c'est une espèce de stress test où on va prendre une gaussienne des variations quotidiennes qu'on a observées sur les 2 dernières années, et puis on va se placer à un pourcentage de risque en disant on veut se couvrir contre les 1% de pires variations possibles qu'on a observées les 2 dernières années. Sauf que bien sûr, ce qui s'est passé avant ne présage pas forcément de ce qui se passe après, et puis surtout, on prend des variations typiques sur 1 ou 2 journées. Mais si d'un seul coup, le fait de devoir gérer une faillite fait que le processus prend 5 ou 10 jours et pas 2 jours, on va être de plus en plus exposé. Bon bref, tout ça pour dire que ce petit fonds de sécurité, donc cet appel de marge initial, initial margin, il est basé sur un modèle qui est complètement débile. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui est utilisé pour plein d'autres choses, en plus en finance, donc cette fameuse valuatrice. Ouais. On en avait parlé un tout petit peu aussi pendant le live sur les maths, mais voilà, pour rester accessible, je ne vais pas trop insister sur la partie matheuse, mais si ça vous intéresse, voilà, vous n'hésitez pas à poser des questions en privé. Dorian et moi, on se fera un plaisir d'y répondre pour les gens un petit peu pour les gens un petit peu plus matheux. D'ailleurs, s'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas. J'apprécie que le sujet est un peu technique, mais j'espère qu'on arrive un petit peu à le rendre un poil plus concret. C'est pas évident. Et puis, il y aura toujours le replay si vous voulez vous faire ça à tête reposée. Ou sinon, j'en parle un peu aussi dans mon bouquin qui est dispo en version électronique gratuitement. Voilà. Excellent d'ailleurs. Pour avoir lu une bonne partie, c'est très très bon. Et puis bientôt en bande dessinée. Faut pas dire trop fort. Bref, écoute, moi je te cache pas que je nous trouve ce soir particulièrement efficace parce que, blague à part, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais dire là-dessus. Figure-toi que moi aussi. Moi aussi, j'étais en train de me dire merde, il y a quelques trucs à ajouter en plus, mais là, de ce que j'avais prévu de parler, je suis à court là. Écoute, c'est bien, écoute, ça fera une vidéo un peu plus condensée, on est allé droit à l'essentiel, on a décrit le mécanisme, on a décrit d'où il venait, on a décrit ce qui allait pas trop avec, on a fait des liens avec l'actualité, il y aura toujours l'occasion d'en reparler dans quelques semaines pour un prochain live écho, je pense, donc je laisse quelques minutes si jamais il y a des questions qui arrivent sur le chat, mais je pense qu'on va doucement mais sûrement conclure là-dessus. J'en profite du coup bien évidemment pour faire un petit rappel à toute fin utile qu'on se retrouve sur cette chaîne lundi également à 18h30. On a parlé des banques centrales et de la manière dont elles inondaient les marchés au bénéfice surtout des investisseurs, etc. Ça vous plaît pas, je le comprendrai. N'hésitez pas à porter votre voix en tant que citoyen sur cette grande consultation, cette convention citoyenne sur ce que devrait être la politique monétaire européenne. Toutes les propositions qui seront faites
par les participants vont être compilés et envoyés à la Banque Centrale Européenne. Donc c'est quelque chose de très concret. Il faut savoir que la Banque Centrale Européenne est actuellement en train de faire sa strategic review. Donc elle fait un appel justement à ce qu'elle devrait faire de mieux, si elle doit changer son mandat, si elle doit changer ses outils. Donc cette convention citoyenne, c'est une manière de rendre le sujet accessible, d'avoir des experts pour discuter de différents aspects du sujet, mais c'est surtout ensuite les citoyens qui vont mettre en place des recommandations qui seront envoyées à la Banque centrale. Donc si comme vous, ce qui se passe sur les collatéraux, etc., vous empêche de dormir, je pense que, parmi d'autres choses, on parlera notamment, parce que tu sais que l'écologie c'est aussi un sujet qui m'est cher, on parlera aussi de savoir si les banques centrales doivent verdir leur action. Il faut savoir que les banques centrales ont une action quand même qui est assez mauvaise pour le climat, comme la finance en général en tout cas. Ça. Et qu'il y a une question quand même qui se pose de savoir ce que les banques centrales doivent changer pour être plus en lien avec une trajectoire durable et compatible avec la vie humaine, avec la planète, quoi. Hein, c'est aussi con que ça. Mais bref, donc on dévoile tout, j'en ai déjà un peu trop dit ce soir, mais on dévoile tout lundi à 18h30, et puis on fera du coup ces ateliers au fur et à mesure. Donc, je vous encourage aussi à y jeter un œil si ça vous intéresse. Ce sera très accessible aussi, il y aura peut-être un petit peu moins de bière que sur le live écho, parce qu'on est avec des officiels, donc on mettra peut-être la petite cravate, mais quoi qu'il en soit, ça restera en toute pédagogie et surtout en toute... dans un effort de démocratisation, voilà. J'espère vous avoir convaincu, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, écoute, moi j'ai fait le tour. On a peut-être pas trop parlé finalement du spread CME, LCH. alors qu'on a parlé de ça pendant je sais pas combien de temps. Là. Bon, ça sera pour la prochaine. C'est assez technique, je sais pas comment le vulgariser au mieux, mais peut-être. Alors laisse-moi tenter un truc. Allez, vas-y, chef. Il y a le marché des taux. Et les swaps, notamment, c'est un produit où j'échange un taux pour un autre. Et ces taux sont plus ou moins standards, en gros, souvent indexés sur les taux d'emprunt des pays ou indexés plus ou moins sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Une moyenne aussi du taux qui est interbancaire, voilà, entre les différentes banques. Voilà. Donc il y a un univers un petit peu abstrait des taux. Et donc, si je veux avoir un swap 10 ans en dollars, j'ai un taux qui est à peu près un taux universel sur lequel je vais pouvoir l'avoir. Sauf que si je vais faire mon swap chez CME, donc qui est la grosse chambre de compensation américaine à Chicago, ou chez LCH, qui est la grosse chambre de compensation à Londres, je vais avoir des prix différents. Parce que comme elles n'ont pas le même business, pas les mêmes modèles exactement, pas les mêmes volumes non plus. Et pricer la marge. Et elles vont aussi pricer la marge, voilà, absolument. Donc, en fait, il y a plein de facteurs qui font qu'il y a cette base. Mais alors, en plus, ce qui est génial, c'est que donc, non seulement du coup, ça a complexifié en fait, l'univers des taux, parce qu'on se retrouve à payer des taux différents selon la chambre de compensation dans laquelle on va voir, mais du coup, il y a des arbitrages entre les différentes chambres de compensation. Donc, cette base, ce spread entre les chambres de compensation, lui aussi va faire l'objet de spéculations ou de paris par les banques et les investisseurs. Moi, du temps où j'étais en salle de marché, un temps qui se fait de plus en plus lointain, il s'avère qu'un des projets sur lesquels on bossait, c'était de savoir comment on pouvait arbitrer ce spread, et les traders essayaient de regarder un petit peu comment... alors que c'est tout petit comme spread, mais voilà. Donc comment salir un truc qui, a priori, est censé être bien, c'est-à-dire la compensation, gérer le risque de contrepartie, en finir avec le too big to fail et rendre le marché plus stable. Et en fait, tout ça a été sali, comme d'habitude, par... je m'emballe un peu, mais... bref, un truc qui était censé simplifier les choses et permettre de la stabilité financière a bien sûr pas mal d'effets pervers, et celui-là, il est assez salé, je veux dire. Ouais, ce qui les emmerde, c'est surtout la limite de capacité de bilan. Derrière ce terme un petit peu barbare, c'est très simple. Quand vous voulez, en fait, déjà, il faut peut-être rappeler que les banques, c'est maintenant réellement des intermédiaires. Elles sont plus tellement là pour faire de la création monétaire comme on nous l'a appris dans les modèles. Elles sont surtout là pour acheter un swap en dollars, par exemple, pour un client américain et vendre ce même swap américain à un client européen, par exemple. Ouais. Donc, elles sont vraiment là dans un but d'être des dealers. C'est vraiment des dealers, quoi.
Et là où ça les emmerde, en fait, ce spread, c'est que vous avez intérêt, en tant que banque, à ne passer que par une seule chambre de compensation, parce que ça vous coûtera moins cher. Si vous passez par 2 chambres de compensation, en fait, les 2 chambres de compensation vont vous demander de poster des collatéraux, mais à une marge qui est beaucoup plus élevée, en fait. Et en fait, en mettant si... tout dans le même panier, enfin dans les mêmes chambres de compensation, tu as des effets d'offset, de netting aussi. Oui, Parce oui, qu'avec bien sûr. l'effet de la value at risk, si tu as des positions qui s'offset un peu, ils vont t'autoriser à poster moins d'appels de marge. Donc c'est aussi un incentive à passer par la même chambre de compensation. Ouais, justement. Donc voilà, tout est fait en fait pour forcer le monopole sur les chambres de compensation. Et ce qui est intéressant en fait, du coup, c'est que plus en fait les acteurs, c'est-à-dire les hedge funds, les banques, n'importe qui en fait, souhaitent se couvrir contre un risque. Si vous souhaitez vous couvrir contre un risque, vous achetez un swap. Si vous achetez un swap, il faut qu'il y ait un dealer qui puisse vous le vendre. Donc, et pour qu'il puisse vous le vendre, il faut qu'il ait du collatéral. Parce que si il n'a pas assez de collatéral, son bilan en fait est déséquilibré à cause de l'écart de prix qu'il y a entre CME et LCH. Et ça les emmerde énormément de ne pas avoir des positions neutres. C'est-à-dire, ils ne veulent pas en fait être exposés au risque de hausse ou de baisse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être neutre, que ça monte ou que ça baisse. Et ils le peuvent pas en fait, à cause de cette différence de prix et de la demande de collatéral. Voilà. Donc voilà. Ce sera, Voilà. Non mais ce sera le mot de la fin. Voilà. Donc bienvenue dans le monde merveilleux de la finance où rien n'est simple. mais effectivement, c'est vrai que certains produits dérivés, c'était quand même un petit peu la raison d'être fantasmée ou réelle, c'est qu'au départ c'est censé couvrir des risques et donc pour le petit investisseur qui rentre dans un produit dérivé, éviter comme ça de s'inquiéter de ces risques financiers. Et en fait, ce nouveau mécanisme a rajouté des risques financiers dans le risque financier, ce qui fait qu'un produit qui était simple est devenu aussi complexe. J'aurais pu aussi aborder, par exemple, j'en parle un peu dans le bouquin, le fait que comme tu as le choix du collatéral, tu vas aussi jouer un arbitrage sur le collatéral, puisque tu as des collatéraux qui sont moins chers que d'autres. Donc parfois, oui, le on the run. Est-ce qu'il vaut mieux pas poster un collatéral en dollars plutôt qu'un collatéral en euros? Donc tout ça, c'est toute une batterie de complexité, un beau bordel qui permet à des gens d'être trop bien payés dans des grosses banques. Franchement, entre nous, moi je te l'ai déjà dit quand même, mon cœur de métier c'est quand même, mon cœur de sujet c'est quand même le collatéral. Ouais. Et je casse les couilles sur Twitter à longueur de journée en disant qu'il y a une pénurie de collatéral. collatéral. @analystlearner, vous ne le regrettez pas. Il faudra quand même qu'un jour on en parle de cette pénurie de collatéral. Bien, écoutez, on va se laisser là-dessus. Je trouve qu'on a été particulièrement efficace. Voilà, en 1 heure, on a couvert le sujet. C'est pas un sujet évident, donc on espère bien sûr que vous êtes restés avec nous. La VOD, comme d'hab, sera disponible très bientôt. Je la mettrai demain ou après-demain. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Roger Soleil qui nous demande est-ce qu'on peut abolir tout ça facilement. Alors. Attention, moi je suis pas forcément pour l'abolition non plus, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est un processus qui permet de gérer le risque de contrepartie et qui permet de collecter de l'argent de côté, alors que cette cagnotte n'existait pas avant. Donc il y a quand même du plus. Moi, ce que j'aurais tendance plutôt à préconiser, c'est de s'assurer que cet acteur qui est ultra centralisé et privé puisse être décentralisé et qu'on évite les effets de concurrence en les rendant beaucoup plus régulés déjà d'une part, donc avec plus de fonds propres, et d'autre part avec peut-être plus de régulation, de supervision, voire même avoir des chambres de compensation publiques ou publiques-privées, quoi. Ça fait partie des choses qu'il faudrait peut-être démarrer. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin et abolir tout simplement l'usage de produits dérivés à titre spéculatif, mais là, on va me traiter de marxiste, alors... Ouais, c'est clair qu'on pourrait... On pourrait peut-être abolir tout ça, effectivement. En fait, tout est une question de volonté politique. Si on veut changer notre système de financement, ça demandera énormément de temps, d'investissement et d'infrastructure, mais quand même, c'est possible. C'est possible de le faire. Tandis que... ça a été possible de le rendre obligatoire, donc évidemment, c'est quand même ce que c'était la photo qu'on avait au départ, c'est quand même de se rendre compte qu'il y a eu une volonté politique à un moment donné, avec toute la belle brochette des chefs d'État du G20, quoi. Ouais, voilà, mais en fait, moi, ce que je trouve quand même fascinant avec les produits dérivés, c'est que on peut financer n'importe quoi, en fait.
Enfin, moi, c'est vraiment ce que je comprends avec tout ça, c'est que finalement, les traders, mais ils en ont rien à foutre du sous-jacent. Eux, ce qui les intéresse, c'est le chiffre, la variation du chiffre. Que ça soit derrière un indice écologique ou un indicateur de production, mais ils en ont rien à foutre. Et moi, je trouve ça fascinant, en fait. Parce que ça ouvre des perspectives qui sont absolument immenses, les produits dérivés, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais on en reparlera sans nul doute. Et puis si comment dire, le sujet des traders qui jouent à la roulette russe vous intéresse, je vous renvoie aussi au podcast qu'on a fait avec Gilles Mito, qui a pas mal couvert comme ça un petit peu la topologie des banquiers et le vide de sens qu'il a ressenti sur ce métier. Et puis voilà, moi je vous renvoie une dernière fois aussi au bouquin que j'ai écrit là-dessus, puisque voilà, j'y relate mes années en salle de marché et aussi un petit peu ce constat d'inculture et de danger finalement sur tout ce que ça là représente, et puis avec quelques billes pour comprendre comment marchent les produits dérivés, puisque c'est un sujet complexe, mais qui peut être simplement exprimé, c'est juste que les banquiers veulent le garder pour eux, donc ils ne cherchent pas trop non plus à l'expliquer. Sur ce, je remercie une dernière fois le chat, je vous renvoie au VOD pour ceux qui sont arrivés un peu à la bourre. On revient lundi 18h30 pour parler de la Banque citoyenne européenne avec les amis de Positive Money qui sont à l'initiative de cette bien belle expérience. Dorian, je te remercie chaleureusement. On te retrouve sur Twitter pour parler de collatéral sur @analystlearner, et puis aussi sur les vidéos précédentes où tu m'as déjà fait l'amitié donc de participer donc sur la chaîne YouTube ici. Écoute, voilà. Et puis on se revoit sur merci à toi. bientôt. J'espère que tu pourras te connecter d'ailleurs à quelques-uns des workshops qu'on fera avec la Banque citoyenne européenne. Je pense que ça t'intéressera à fond de ce truc-là. Ah bah oui, t'inquiète pas que je pourrais pas me manquer ça quand même. Nickel. Bon, prenez soin de vous. À la prochaine, à lundi. Peut-être qu'on fera du jeu aussi ce week-end ou une autre tier list débile. Mais pour l'écho, c'est lundi soir. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Hop, la petite scène talk. À bientôt. Bisous. Salut. Technique quand même. Ouais, pas évident, mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, surtout que c'est le genre de sujet qui aurait très bien pu nous prendre 1h30, donc je suis pas